Et salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de 4 jeux de société. Le fameux Ezogma à quoi tu joues hebdomadaire qui est devenu un peu de temps en temps quand j'ai pas d'autres idées de vidéo. Et donc aujourd'hui, j'ai pas d'autres idées de vidéo, donc on va vous parler de 4 jeux que j'ai pu jouer récemment. Et puis surtout mon avis, est-ce que je touche enfin au Graal, un des jeux qui faisait partie de ma liste de Graal que j'ai pu enfin compléter, jouer, etc. Je vais vous donner mon avis, forcément je vous fais un petit peu de patienter. On parlera quasiment de tous les autres jeux avant celui-ci, mais comme d'habitude, il y a la timeline de la vidéo si finalement vous voulez aller vous spoiler et que vous en avez rien à foutre de tout le reste, et ben c'est parti, allez à 17 minutes 15, à mon avis ça sera un peu plus, mais vous pouvez tenter. Et si j'ai pas la flemme et surtout que je me rappelle lors du montage, demain il y a moyen qu'à 17 minutes 15, je vous montre une photo de mon cul pour tous les petits malins qui justement n'ont pas voulu attendre. Allez, on va parler du coup de 4 jeux. On va commencer par Rolling Realms. Redux, la nouvelle version de Rolling Realms, qui est un jeu, qui est un roll and write, que finalement je n'ai pas des masses apprécié dans sa première mouture quand j'ai joué, donc c'est la version Rolling Realms classique. Il était quand même souvent mis en avant, ouais c'est trop cool, c'est trop lol, etc., plein de références, et finalement moi je trouvais que c'était un roll and write un peu plat, qui est sorti dans une période où il en avait plein, alors est-ce qu'il est sorti un peu avant, un peu après? J'en sais rien en vrai, je suis pas un historique. Je suis pas un historien des roll and write. C'est fait par Stonemaier Games, en fait c'est même fait par Jamey Stegmaier pendant le Covid. Eh bien, il voulait que les gens puissent comme jouer. Il a commencé à faire un roll and write en print and play, un gratuit qu'il a balancé sur internet. Et il y a plein de gens, donc ça se voulait jouable finalement jusqu'à 300 000. Chacun était dans son coin avec une petite fiche, etc. Enfin des petites cartes imprimées, puis on pouvait jouer par webcam. Et finalement, il l'a vendu, parce que ça reste quand même un commercial avant tout. Et finalement, la particularité, Rolling Realms, les royaumes, c'est qu'on va reprendre plein de jeux de société et on va en faire des micro-fiches. C'est-à-dire que ça, c'est une fiche, c'est la fiche qui correspond à Dog Park. Alors Dog Park qui fait partie finalement de la nouvelle mouture. Mais voilà, c'est une micro-règle. On va avoir des cases à cocher qui vont donner des points de victoire. On peut avoir jusqu'à 6 étoiles, donc 6 points de victoire sur cette fiche. Et à chaque manche, on va en avoir 3 différents sur le paquet qui vont être, je crois, à la base des jeux. Je crois que c'était pas que des jeux de Jamey Stegmaier. Il y avait un petit peu de tout. Mais je trouvais finalement que c'était pas très fun. C'était des micro-fiches, 3 à la fois certes, mais déjà il fallait apprendre la micro-règle de chaque fiche. Et puis en vrai, c'était un roll and write assez basique. Il y avait pas vraiment d'effet de combo parce qu'on choisissait. On va avoir 2 dés, on va pouvoir activer 2 des 3 fiches à chaque tour. Et donc finalement, on va faire en sorte de faire le plus de points sur une fiche en activant à chaque fois 2 dés. Donc choisir la valeur du dé qui correspond à telle fiche, ou en tout cas qui correspond à une meilleure action sur telle fiche. Ça manquait de combos, et moi dans les roll and write, ce que j'aime c'est les combos, et donc finalement je trouvais ça un peu naze. En plus le mode solo qui partait d'une bonne idée, Le mode solo, c'est ça, le mini-golf en solitaire, qui finalement nous propose 10 parcours, et donc ces parcours, en fait, ce sont des mises en place bien particulières, où ça nous dit, par exemple, trou 5, alors bon, moi si on commence à jouer avec des trous, ok, je suis content, mais là, trou 5, plume et oiseau, on nous prépare 3 royaumes, My Little Side, The Society et Wingspan, et puis finalement, on doit faire un certain objectif, et ça, on doit le faire en un certain nombre de coups. Principe du golf, si on arrive à le faire en moins de coups que l'objectif, on va marquer plus de points, sinon on aura des points négatifs. Et à la fin de tous les trous, il faut avoir obtenu le plus petit score possible. C'était sympa, mais finalement chaque trou était un peu long à faire, et le temps de faire, il faut le ressentir comme une campagne, mais finalement, quand on a un paquet avec plein de cartes différentes, ce qu'on a envie, c'est d'avoir de l'aléa, de ne pas avoir des trous prédéfinis où ça dit tu dois absolument mettre telle et telle carte. Ça casse un peu le principe de justement d'avoir plein d'univers différents. Là, ça sera toujours un peu la même chose. Donc, j'ai pas trop aimé, j'ai pas trouvé ça très fun, etc. Je suis passé à côté. Et puis il y a ça qui est sorti. Quand ça est sorti, ma boîte de base de Rolling Realms était en vente sur Vinted, parce que ça fait partie des roll and write qui pour moi étaient clairement dispensables. Et puis Sébastien, du passe-temps, le met vachement en avant. Est-ce que c'était son jeu préféré? Je ne sais plus, mais en tout cas un des jeux solo qu'il aime vraiment. Et puis nouvelle version solo, retravail, etc. avec un petit mot-clé, football. Moi là quand on parle de football, j'ai la petite oreille qui se reste pour ne pas dire autre chose. Et du coup ça m'intéresse un peu, je suis un gros bof, on parle de football, j'y vais. Et je me dis bon allez, on rachète la nouvelle boîte. Sur Ludum, faut pas déconner parce qu'avec les liens affiliés c'était gratos, mais j'ai quand même acheté sur le passe-temps toutes les micro-extensions, parce qu'en plus de cette boîte, il y avait finalement un paquet Ark Nova, un paquet Expédition, etc. où vous avez finalement 6 cartes, 6 parce que vous pouvez jouer jusqu'à 6 joueurs, donc chacun une carte pour jouer à tel ou tel truc. Donc j'aurais acheté toutes les petites extensions, et puis je me dis je vais laisser une deuxième chance, après tout peut-être que j'étais passé à côté. Et puis je me suis dit bon allez, il faut que j'y joue avant Cannes, comme ça si je croise Sébastien, je lui fais un petit retour de ce que j'en ai pensé ou pas. J'ai eu la flemme, j'ai pas eu le temps, je me dis de toute façon
quel est le pourcentage de chances que je le croise, que j'ose l'aborder, qu'il sache qui je suis, et puis voilà, donc finalement, j'ai rien fait. Et il m'a croisé à Cannes, il est venu me voir, il est venu me demander directement, ouais, j'ai vu que tu avais commenté disant que tu avais acheté Rolling Rims, est-ce que ça t'a plu ou pas? Et je dis, bah justement, je comptais y jouer, mais j'y ai pas joué, fin de l'histoire, mais du coup ça m'est resté en travers, ça m'est resté dans la tête, et c'est le premier jeu auquel j'ai joué quand je suis rentré de Cannes, j'ai joué à cette mouture Rolling Rims. Ça reste exactement les mêmes règles, ça reste du coup, c'est des nouvelles fiches, les anciennes fiches sont parfaitement compatibles, vous avez 2 nouveaux dés bien gros, ça c'est ceux de la boîte, de l'ancienne boîte, ce qui veut dire que je n'ai pas vendu ma boîte. Vous avez un petit indice sur ce que j'en pense. Et finalement, j'ai mélangé toutes les cartes de base, plus toutes les nouvelles cartes et toutes les cartes des extensions pour avoir ce gros paquet. Et si le jeu est quand même toujours aussi classique, si le jeu manque toujours de combos, en fait, là où j'étais passé totalement à côté, c'est que j'ai joué à ça au début de ma carrière de jeu de société et qu'en fait le gros plaisir de ce jeu c'est d'avoir les références. J'ai joué à Dog Park, je vois la petite règle de Dog Park et la manière dont on peut scorer et surtout la manière dont va être le gameplay de cette carte avec le lancer de dés. Et du coup je vais me dire ah ouais, ça ressemble à Dog Park, c'est ça la petite mouture alors que c'est du roll and write qui fait que ça peut ressembler au jeu Dog Park. Là, pierre feuille ciseaux, j'ai déjà joué à pierre feuille ciseaux, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans, je connaissais pas le jeu. Lol. Et du coup, je reconnais la petite mécanique qui me fait tilt. The Society, aucune idée de ce que c'est, viticulture. Bon, je connais, mais j'ai pas joué. Apiari, j'ai joué. La Guilde des Expéditions Marchandes, j'ai joué. Sight, j'ai pas joué. Les Ruines Perdues de Narak, j'ai joué. Convoyeur très spatial, j'ai joué. Ark Nova, j'ai joué. Legacy of You, j'ai joué. Atiwa, j'ai joué. Planet Alone, j'ai joué. C'était ça, mon problème, c'est que dans la boîte de base, c'était des jeux assez classiques, genre Tricerion ou des trucs comme ça, alors je sais pas, mais finalement c'était beaucoup de jeux qu'à l'époque je ne connaissais pas, et donc certains je ne connais toujours pas aujourd'hui, et du coup, c'est un jeu avec un gameplay un peu classique, et si j'ai pas les références, je passe totalement à côté du jeu. Là, j'ai la plupart des références, et du coup je trouve ça fun. Je comprends un peu comment la règle fonctionne, comment ça peut m'amener à scorer, etc. Certes, une fois qu'on a passé le plaisir de découverte, ça va redevenir un peu classique, mais je pense vraiment que c'est un roll and write pour ceux qui sont déjà assez experts en jeu de société, non pas parce que c'est un jeu compliqué à jouer, mais pour avoir les références et avoir le petit sourire, avoir le petit clin d'œil, ah j'aime bien cette fiche, ah j'aime bien ce jeu, j'ai envie d'aimer cette fiche, je suis content qu'elle sorte, etc. C'est du matériel qui est avec des feutres, ce sont des petites cartes Velleda, ça c'est le lot pour pour un joueur, mais bien sûr, je vous ai dit, c'est avec l'ancienne boîte, toutes les extensions, etc. Et vous avez un nouveau mode solo. Bonne idée, c'est que vous avez une boîte qui sert de cale-carte, mais en vrai, c'est une boîte de voyage. Vous pouvez choisir un petit paquet pour partir en vacances avec. Pratique, surtout si vous jouez en solo, parce que vous n'avez qu'un paquet de cartes, et du coup, vous pouvez toutes les prendre avec, vous n'êtes pas obligé de faire votre sélection. Et il y a un nouveau mode solo, qui est un mode foot. Et franchement, il est vraiment bien fait, c'est vraiment plaisant à jouer. On va jouer finalement contre 3 automas. À chaque tour, on aura un vrai match contre un automa et 2 matchs qui vont se jouer sur un lancer de dés. En fait, du coup, on va avoir une ligue. On va avoir, j'ai déjà oublié combien on aura de matchs en tout. On aura 9 matchs en tout pour réussir à se qualifier. On commence au niveau de l'avant-dernière ligue, si on finit dernier de la ligue, on est rétrogradé, si on finit premier, on monte, si on finit deuxième ou troisième, on change pas de ligue. Et finalement les matchs, on va pas compter des victoires ou des défaites, on va compter des buts. Et à la fin, c'est celui qui aura mis le plus de buts qui aura gagné. Et pour l'automa, ça va se lancer sur un lancer de dés, ça va dépendre finalement des fiches, comme il y a des fiches qui sont plus simples que d'autres pour faire les points, forcément l'automa va s'adapter en fonction de son niveau de difficulté, mais aussi en fonction de cette fiche. Et c'est franchement chouette, ça passe, ça se joue très bien. Quand vous jouez votre match contre l'automa, vous savez d'emblée quel scoring il va faire sur chaque fiche, et finalement, si vous le battez sur une fiche, vous marquez un but, si c'est lui qui vous bat, il marque un but. Vous avez ça pour chacune des fiches, donc il y a 3 buts potentiels, et après vous faites le score total sur les 3 fiches, le nombre d'étoiles global, et ça c'est un 4e but. Donc il n'y aura que 4 buts max par match, et du coup va falloir choisir, bon là je sais que je peux le battre, là je sais que je peux passer devant, là tant pis, je suis mal en points, je ferai jamais les 4 étoiles qu'il doit faire, et je la laisse de côté, c'est pas grave, je marquerai 2 buts, voire 3 buts, et lui il en marquera qu'un seul. Du coup ça crée un côté stratégique, il y a un petit côté des fois aléatoire, avec le lancer des dés pour les matchs adverses, qu'on ne fait pas. Des fois il y en a une équipe qui était vachement mal en point, qui va marquer tous les buts, elle va revenir dans la série, etc. Et ça je trouve ça franchement cool, c'est passionnant, il n'y a que 9 matchs, c'est pas si long que ça.
ça se fait pas forcément en une fois, mais ça donne envie de rejouer et c'est clairement pas facile. J'ai réussi à passer en Ligue 3, mais passer en Ligue 2 c'est quand même un peu compliqué parce que plus vous montez en Ligue, plus finalement vous avez un tour de moins dans la manche pour gagner. D'ailleurs je vous ai dit qu'il y avait 9 manches dans une ligue, mais c'est faux, hein, c'est 9 tours, c'est par match. Bref, et dernier point sur le beefsteak, il y a moult extensions qui ne sont pas sorties en VO, qui ne sont pas sortis en VF, qui sont sortis en VO. Je vous ai dit qu'il y avait en VF, il y avait Ark Nova, etc. Mais il y en a plein. Il y a un livret de 27 pages qui explique toutes les extensions. Et en fait, vous avez tout ça. Donc, déjà, même si vous jouez avec des extensions, eh bien, vous pouvez jouer en solo à ce mode-là. Vous avez l'équivalent des points pour chaque fiche. Et même si vous achetez en VO, vous avez l'explication en VF dans le compendium des royaumes. Donc, vous pouvez y jouer même si vous ne connaissez pas l'anglais. Et en plus, vous avez l'équivalent pour les scorings, ce qui fait que si vous êtes un peu collectionneur, il y a la place dans la boîte, on vous explique tout pour le français, et tout est compatible avec le mode solo. J'ai adoré jouer au foot, j'ai beaucoup apprécié connaître ces petites règles, etc. Mais clairement, retenez-le, c'est un jeu qui n'est pas un excellent roll and write, mais par contre qui a un bon roll and write pour avoir plein de clins d'œil, avoir plein de souvenirs, qu'on vous remémore plein de jeux en tête, etc. Donc il faut vraiment pas y aller en mode la main dans le slip, je connais rien aux jeux de société, celui-là on me l'a conseillé. Il faut vraiment avoir un peu de bagage pour apprécier ce jeu, sinon vous risquez de passer un peu à plat parce que en vrai, il y a sinon beaucoup mieux dans le genre. Voilà, du coup, ce Rolling Realms, ça restera un Zogma d'argent parce que ce qui est cool, quoi que le mode, la ligue de foot c'est cool, mais en vrai, si vous n'aimez pas le foot, vous n'aurez pas cette sensibilité avec le jeu. Et sinon, le jeu, il n'est pas extraordinaire non plus. Mais franchement, finalement, d'un jeu qui était en vente sur Vinted, et ben, j'ai tout annulé, j'ai tout rangé. Et je suis finalement bien content de l'avoir récupéré. Donc, finalement, le passe-temps ne donne pas que des conseils de merde. Contrairement, non pas à ce que je dis, mais contrairement à ce qu'on lit souvent sur Internet. Il faut savoir des fois écouter ce qu'on dit en fonction des différentes affinités des personnes. Ça fait beaucoup trop longtemps sur ce jeu. Ça fait 14 minutes là, au niveau du timer. Bon, j'imagine qu'il y aura des petites coupes. C'est assez fou. On va parler d'un jeu dont je vous ai déjà parlé sur mes hype de Cannes. Un excellent petit jeu, pas cher, qui prend pas de place en boîte mais pas de place sur la table, qui va se jouer en très peu de temps, qui semble d'un classicisme absolu. Quand je suis allé sur le stand de Impatience, hein, la maison d'édition de Shady Torbey, d'ailleurs ce jeu-là n'est pas de Shady Torbey, hein, c'est un jeu de Daniel McKinley, Ravel. Alors Ravel du coup ça veut dire rare artefact vertigineux, énigmatique, logique. Osef Ravel. Je me suis dit c'est quoi ce jeu, ça a l'air chiant, ça a l'air d'être classique au possible. On a une petite truc comme ça où on va avoir tous les dés qui sont placés dedans, donc 8 dés qui sont placés sur cette plaque, et puis on a 4 cartes objectifs, une de chaque côté. En fait on a 4 pioches où à chaque fois il y a 4 cartes, et ça nous dit bah, tout simplement sur ce côté là il faut faire il faut avoir au moins 2 dés noirs de valeur 1, 3 ou 5. Ici il faut avoir 2 dés de la même valeur et de la même couleur. Ok, et puis on lui dit, bah, vous avez 8 points d'action, 1 point d'action c'est pour échanger 2 dés qui sont côte à côte, et 2 points d'action c'est pour changer la valeur. Je me suis dit, mais on a déjà vu ça 15 fois, ça ressemble à plein d'autres trucs, notamment ça ressemble un peu à Sphinx dans l'idée qu'avec un point d'action on va décaler les cartes, etc. Je me suis dit, ça va être nul au possible, il va falloir sourire, il va falloir avoir l'air d'être un peu gentil, et en fait ça marche super bien, c'est hyper addictif parce que quand vous faites ce qui est écrit là, ça vous donne un bonus. Et vous n'avez que 8 points d'action pour valider 16 cartes. Donc ça veut dire que 1 point d'action doit vous valider au moins 2 cartes. Et des fois, vous allez faire plus que ça, des fois 100 points d'action. Déjà, des fois, rien que dans la mise en place, vous validez une carte. Et avec cette carte-là, vous validez l'objectif. Et là, vous vous cassez la tête. Comment je peux activer ce bonus pour que ça me valide une autre carte ? Et que si je valide cette autre carte, ça me valide une autre carte. Et que si, et là vous essayez de faire un combo de la mort de Dieu, ça ne veut absolument rien dire, mais du coup c'est ultra jouissif parce que d'un simple casse-tête qui va vous prendre 10 minutes, qui a des règles simplissimes, eh bien vous allez essayer de comboter. Et ça c'est franchement ultra jouissif dans un jeu comme ça, de réussir à faire des combos. Normalement c'est un jeu très studio, très calculatoire. On est sur le calcul, mais on est sur le calcul combotique. C'est fun. Franchement, c'est très très cool. J'ai beaucoup aimé ce jeu. On peut avoir des cartes d'une difficulté plus importante. On peut du coup augmenter la difficulté, hein, ce que vous ferez assez rapidement parce que le mode normal est finalement assez simple. Et ce que j'aime beaucoup, alors que je vois que ma table est pleine de dégueulasseries là, il faut que je passe l'aspirateur, c'est que chaque carte finalement, chaque bonus qui est écrit sur une carte est en 2 exemplaires chacun. Vous avez du coup, quand vous corsez le jeu, retirer une carte avec un bonus particulier pour prendre la carte avancée avec ce même bonus. Comme ça, finalement, vous gardez un certain contrôle. Vous savez, dans tous les cas, que vous avez 2 fois le bonus de récupérer toutes les missions et les réchanger, 2 fois le bonus qui vous permet de récupérer des points d'action, etc. Donc là, vous avez
moyen, vous avez toutes les clés en main, vous pouvez gérer en disant ok là ça vaut le coup que je mise ça parce que je sais qu'il reste encore ce bonus que je pourrais récupérer plus tard et donc c'est pas perdu. Ça c'est bien, ça permet d'avoir des parties cadrées et d'avoir cette base de réflexion en plus. Mais si finalement vous voulez être un truc un peu plus loufoque, eh bien vous pouvez tout simplement mélanger et peut-être que du coup la répartition des bonus sera totalement différente, ce qui rend des parties des fois très simples parce que vous avez des fois plusieurs fois le même bonus qui vous arrange très bien dans cette partie ou au contraire des fois des parties très compliquées. C'est chaotique mais du coup j'aime pouvoir avoir ce choix d'avoir du contrôle ou finalement d'avoir du chaos, là où des fois les jeux sont de base entre guillemets chaotiques parce que vous n'avez aucun bonus dans le même nombre. Là vous avez cette possibilité de compter si vous voulez, ou cette possibilité d'y aller un peu à la chie dedans. Franchement je trouve ça excellent. Ça coûte 12 €, je crois, ou ça va coûter 12 € parce que c'est pas encore sorti, hein, ça sort au mois d'avril si je dis pas de bêtises, ça prend pas de place, c'est fun. Pour moi c'est un Zugmador. Bien sûr qu'il faut aimer les casse-têtes, hein, ça reste un casse-tête assez basique. N'y voyez pas un truc ultra fou, mais si vous aimez ce genre de jeu, un peu portatif, parfait pour emmener en vacances, dans le train, etc., franchement, moi, ça m'a vraiment plu. J'ai trouvé ça vraiment excellent et j'étais vraiment content de repartir de Cannes avec. C'est le jeu que j'ai le plus joué dans mon Airbnb, forcément parce que c'était rapide, je connaissais déjà les règles et que ça prenait pas de temps, peu de temps, mais franchement, ça, je vous le conseille, si vous aimez un peu le genre, allez-y. Et la bonne idée, format plus petit que les boîtes de base, mais par contre on est toujours sur la même largeur de boîte, donc si vous avez une bibliothèque impatience, et bien même si ça déborde, il y en a un qui déborde, et si vous le mettez de côté ou en pile, ça ne se voit pas, et c'était pareil avec Sphinx, hein, même si la boîte faisait la taille de vous savez quoi, et sur le côté ça se voyait pas, c'était exactement la même taille, et ça je trouve vachement cool dans une bibliothèque d'avoir ce petit détail. Voilà, on va passer au Graal, ou ce qui était peut-être un Graal, d'ailleurs aucun rapport, mais il n'y a pas longtemps il y a quelqu'un qui m'a demandé en commentaire si je mettais des chemises parce que j'étais docteur. Pas du tout, je mets des chemises parce que j'ai l'air moins gros. Et d'ailleurs, cette chemise-là, c'est ma toute première chemise que j'ai eue quand j'avais 16 ans, donc ça fait 17 ans, 19 ans, je sais pas compter. 18 ans, voilà, on y était presque, que je me tape la même chemise. Alors clairement, l'anecdote n'est pas folle, mais les économies sur le budget vestimentaire sont au top. Pourquoi je vous dis ça en fait? C'est parce que ma compagne est venue me demander si je voulais manger et que je lui dis il faut que je perde un peu de poids ce soir, je mange pas. Voilà. Du coup j'ai pensé à la chemise. Le Graal, ou presque, Star Wars bordure extérieure de FFG. Un jeu, c'est qui? C'est qui fait ça? C'est Cory Konixia avec Tony Fanchi. Pourquoi le Graal? Parce que beaucoup de gens louent les mérites de ce jeu, disent que Star Wars bordure extérieure c'est super bien, que ça prend un petit peu de temps mais que c'est fou, on est vraiment dans l'ambiance Star Wars, on part vraiment pour un contrebandier, ça marche très bien en solo, avec l'extension c'est le feu de Dieu, etc. Et donc moi qui suis un fan de Star Wars, d'ailleurs la plus belle intro de ma chaîne, c'est faux, n'hésitez pas à regarder cette vidéo là, j'avais fait une petite intro, pas piqué des hannetons, sur Star Wars Vieille et Douce, je pense qu'on n'est pas loin de l'Oscar, et je me suis dit celui-là il me le faut, mais à chaque fois que j'en entends parler, à chaque fois on me dit il faut l'extension, sachant que ce jeu là il était pas trouvable tout partout, même si maintenant il a été réédité depuis le mois de septembre, mais l'extension par contre, pot de bite, bonjour pour la trouver, quand vous la trouvez c'est à des prix exorbitants, 150 balles, etc. Les gens fument de la tête, c'est des fous furieux. Du coup, j'avais fait une vidéo sur mes Graal il y a quelques mois, et j'avais dit que Star Wars bordure extérieure, c'est un jeu qui faisait partie de mes Graal, mais que j'attendais finalement, enfin je voulais la totale avec l'extension pour avoir la version, la partie la plus plus. Et l'un de vous m'a contacté disant que son extension, que l'extension était présente dans sa boutique, il allait me chercher pour moi, il a fait de la route jusqu'à Paris, etc. pour aller me chercher, il me l'a envoyé, donc encore une fois, merci à toi. J'ai du coup reçu le jeu, j'avais pas encore la boîte de base a été rééditée en septembre, donc je l'ai acheté sur Ludum en septembre, puis après, j'ai réussi à rentrer dans une combine pour faire partie de la réédition de l'extension fan-made, donc je me suis dit, je vais attendre d'avoir l'extension fan-made, puis quand j'ai reçu l'extension fan-made, il a dit qu'on pouvait contacter tel mec pour avoir un insert, parce que c'est vrai que dans la boîte, c'est galère. Du coup, je me suis inscrit sur l'insert, il a fallu que j'attende un mois pour le recevoir. Bref, une histoire qui a commencé, je crois, au mois de juillet, s'est terminée au mois de janvier, et finalement tellement de jeux à jouer que j'avais pas pris le temps. Surtout que, à chaque fois, ou quand je regarde des vidéos, c'est des parties qui durent 2h30, 3h, donc je me dis, il faut un petit peu de temps. Et figurez-vous que dimanche dernier, je me suis dit, allez, j'y vais, je suis chaud, je me lance, je joue à Star Wars bordure extérieure. Alors du coup, ça faisait partie de mes Graal, les jeux que j'attendais, les jeux que je voulais jouer, j'en avais... C'était vraiment le truc qui était jusqu'au ciel, et je vous avoue que j'ai un petit peu débandé quand même. J'ai trouvé ça beaucoup moins bon que ce qu'on m'en a... Bref, beaucoup moins bon que prévu. Alors en vrai, sachez que c'est très sympa. Mais ça sera pas un Zugmador. Star Wars bordure extérieure, finalement, c'est un jeu de pick-up and delivery. C'est-à-dire qu'on va avoir des missions. Il faut aller prendre tel truc et le ramener
à tel endroit. Finalement, c'est totalement thématique, on est des contrebandiers dans la bordure extérieure. D'ailleurs, sachez que la bordure extérieure en médecine, c'est autre chose. Je laisserai votre imaginer trouver ce que c'est. Non, c'est faux, mais je sais très bien à quoi vous avez pensé. Et donc c'est thématique, on est des contrebandiers, on va aller récupérer des trucs un peu bizarres, on va les ramener à un autre endroit et on va se faire de la thune. À la fin de la partie, finalement, c'est pas celui qui a le plus de thunes qui gagne, mais celui qui a le plus de points de gloire. Globalement, les points de gloire, on les obtient quand on valide ses missions. Le jeu prend un peu de place. On a un bel art de cercle qui correspond finalement à la bordure extérieure avec toutes les planètes qu'on va connaître, etc. Alors à quel point Naboo fait partie de la bordure extérieure, je suis pas persuadé, mais bon, soit. Ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir choisir notre héros. Il y a 8 héros dans la boîte de base, 8 héros dans l'extension, et si vous avez l'extension fanmail, vous avez des héros à ne plus quoi en faire. Vous allez aussi avoir un vaisseau. Ce vaisseau, vous allez pouvoir en acheter plein avec les extensions. Vous avez aussi un bon gros paquet de vaisseaux. En plus, ces vaisseaux, c'est cool, c'est que si vous réussissez une mission bien particulière, vous allez pouvoir le retourner. Vous aurez un petit bonus et surtout, vous aurez un petit nom particulier. Par exemple, le Faucon Millennium, c'est son petit nom une fois que vous avez validé la quête. Sinon, vous avez le Titi Interceptor, je sais pas quoi, je sais même plus comment il s'appelle. Mais ça, c'est cool. Donc, on retrouve plein de personnages, plein de vaisseaux. On va avoir, avec les extensions, plein de missions, plein de trucs qu'on peut acheter au marché, des armes, des modules pour notre vaisseau, des vaisseaux, etc. L'extension, clairement, double la pioche de chaque carte, l'extension officielle, donc c'est vrai qu'elle est franchement intéressante là-dessus. Et le jeu est assez simple. Alors attention, vous avez du FFG, vous avez un livret de règles, et vous avez le livre de référence avec tous des mots-clés, etc. Je me suis dit, merde, est-ce que je vais devoir me taper tout le livre de référence pour comprendre? Mais en vrai, vous avez quasiment pas besoin d'y retourner, les règles sont assez claires, le jeu est assez simple à gérer, c'est un 2,5 sur 5 BGG, donc là-dessus, pas d'inquiétude. Et donc finalement, c'est un jeu assez plaisant. On est dans l'univers, on va avoir des missions qui vont nous dire d'aller de tel endroit à tel endroit, on est content d'aller sur Naboo, on est content de croiser tel contact sur telle planète parce qu'on le connaît, on est un peu des chasseurs de primes, donc des fois on va devoir les tuer des mecs. Il y a en plus un côté qui est assez thématique. Si vous jouez en multi, vous pouvez négocier, tu peux dire moi j'aimerais bien que tu me files ça, promis dans 2 tours je te file de la thune, et à vous de voir, vous êtes des contrebandiers donc vous pouvez totalement leur mettre la bite et ne rien faire du tout. C'est assez sympa, même si en pratique j'ai jamais eu en solo de difficulté à acheter ce que je voulais, à faire ce que je voulais, donc je suis pas sûr qu'il y ait vraiment besoin de négocier, mais les règles nous proposent ça et c'est thématiquement assez cool. Il y a aussi moyen d'aller faire un peu de confrontation. Alors c'est pas un jeu où on va faire des combats directement, mais il y a des missions qui nous proposent d'aller se taper l'un l'autre. Vous pouvez aussi, si vous avez une prime et que c'est lui qui a récupéré le contact, que c'est devenu un membre de son équipage, vous allez pouvoir aller le chasser. Mais la plupart du temps, vous allez chasser finalement des PNJ. Franchement, il y a pas mal de bons points, et quand je dis comme ça, j'ai envie d'y rejouer, je trouve ça cool. D'autant plus que le solo est simple à jouer, vous avez une carte où vous suivez, il y a 3 phases de jeu. La première phase, ça dit qu'il fait ça ou ça ou ça. La deuxième phase, ça dit qu'il fait ça, ça ou ça. C'est cool. Avec l'extension, vous gagnez 2 types d'automates différents, non plus qu'un automate base, mais un automat personnalisé avec Chewbacca qui va avoir tel type d'action, Han Solo, etc. Donc ils seront un peu plus spécialisés en fonction de la psychologie du personnage, ou alors clairement un mode chasseur de primes où là le mec est un peu plus vénère, il va essayer de vous niquer la tronche, etc. Donc ça propose encore plus de variété pour du solo. Donc encore une fois, l'extension, c'est vrai qu'elle est franchement, pour avoir plus de rejouabilité, elle est franchement intéressante, mais finalement je trouve que ça ne raconte pas tant que ça. C'est plaisant d'aller découvrir les planètes, c'est plaisant d'aller à tel endroit, de faire tel truc. On a des missions, par exemple on arrive sur une planète, il faut aller dans le temple pour aller récupérer un artefact, ne pas se faire voir, se barrer en vaisseau, etc. Ça, la carte, c'est juste une petite phrase, vous arrivez devant le temple, il ne faut pas se faire avoir, faites un test de furtivité. Vous avez réussi à le récupérer, allez jusqu'à votre vaisseau, faites un test de machin. Vous êtes dans votre vaisseau, faites un test de pilotage. Finalement, la narration sur les cartes, elle est assez faible. C'est vraiment un jeu qui est assez point A, point B, un vrai pick-up and delivery. J'ai trouvé que finalement ça manquait de narration, d'histoire. Alors c'est pas ce que je veux le jeu, mais c'est ce que les gens vendent tellement que j'avais l'impression d'être vraiment immergé, et là c'est vraiment à moi de faire l'effort. Et très sincèrement, si c'était un jeu avec n'importe quelle autre licence ou pas de licence, je pense que les gens seraient passés à côté en se disant que c'était finalement un jeu sympa, mais globalement moyen, qui révolutionne pas la roue, qui n'invente pas grand chose, qui est assez léger, qui propose certes plein de manières de gagner, on n'est pas obligé de faire des missions, on peut juste aller niquer tous les vaisseaux qui passent, etc. Mais clairement, je pense que le jeu a cette aura parce que c'est Star Wars, et que le jeu, pour un jeu Star Wars, un jeu à licence, n'est pas mauvais, mais c'est un jeu qui reste finalement assez correct, sans plus, et vu le prix de l'extension, je pense qu'il faut vraiment être fan pour aller se jeter sur Star Wars Bordure Extérieure. Donc pour moi, c'est un Zogma d'argent. Ça marche, c'est plaisant. J'ai fait quelques parties. En parlant, j'ai envie d'y rejouer. Les parties, finalement, en plus en solo, j'ai jamais dépassé 1h30. C'était ma première partie. Les autres parties faisaient 1 heure, 1 heure et quart. Donc finalement, c'est assez court
il n'y a pas de raison d'y jouer 2h30, c'est fluide, en solo en tout cas, hein, à 4 joueurs forcément ça va être beaucoup plus long. Donc voilà, c'est sympa, mais je pense que le jeu a vraiment cette auréole juste parce que c'est Star Wars, parce que sinon je pense que le jeu serait passé un petit peu inaperçu. Allez, petit intermède pour aller ranger les courses. Oui, je suis un mec sympa. Dernier jeu, on va en parler très très rapidement parce que ce n'est pas un jeu solo, mais j'y ai un petit peu joué pour le coup, pas cette semaine, mais encore une fois, quand j'étais à Cannes ou Airbnb avec ma compagne, parce que c'est un jeu d'ambiance, un jeu multijoueur qui se joue relativement bien à deux. C'est Blind Jack, c'est fait par Banjo, donc c'est un peu la maison associée à, j'allais dire Pont-à-Mousson, mais non, Pont-à-Mousson c'est la ville, Blue Orange, hein, donc King Domino, etc. Donc des jeux très familiaux, des jeux d'ambiance, etc. Des jeux dont généralement je ne suis pas la cible, moi qui suis joueur solo, mais j'ai rencontré l'équipe de Blue Orange là-bas pour voir un peu ce qu'ils faisaient. Et du coup, ils m'ont présenté ce petit jeu de questions. Blind Jack, j'ai aucune idée de qui c'est, Mera, Turière et Leclerc. J'imagine que c'est leur nom de famille, sinon, eh ben, pas de chance. Et Blind Jack, c'est un jeu très simple, hein, je vais vous expliquer les règles en 2 secondes. Si ça s'appelle Blind Jack, c'est que ça ressemble au Black Jack, mais en mode aveugle. Finalement, vous allez avoir tout un tas de questions. Et je vais vous poser la première question. Nombre de maisons à avoir pour obtenir un hôtel au Monopoly. Bon, bah vous avez la question là. Vous pensez que peut-être il faut 4 maisons. Et donc, vous placez votre curseur sur le 4. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire de tête, mais c'est plus simple. Après, moi j'ai une question. Record de tour complet en un saut dans une compétition de patinage artistique. Eh ben, de tour complet en un saut, bah, je vais dire 3. Allez. Ça repasse à vous. Nombre d'hommes sur 10 infirmiers et infirmières dans le monde. Donc, combien d'hommes sur 10 infirmiers? Eh ben, je pense que ça doit être un homme sur 10. Du coup, je me rappelle que j'ai déjà 4, plus 1, ça fait 5. À moi, nombre de femmes sur 10 milliardaires dans le monde, bah, je pense qu'on est à 2. Donc je pense que mon total est 5. Et puis on va faire ça petit à petit, jusqu'à ce qu'on se dise « Ah, ce que je pense au score total va peut-être dépasser 21. » Et comme au blackjack, si vous dépassez 21, c'est perdu. Donc je me dis « Je vais m'arrêter là. Je prends pas le risque. Je pense que je suis à peu près aux alentours de 19. C'est trop risqué avec cette question que je dépasse le 21. J'arrête, je ne joue plus. » Moi par contre, je peux continuer, hein, durée de vol, machin, patati, je vais m'arrêter là, même si j'ai pas lu les questions. Et du coup, bah là, on va révéler. On regarde les réponses, vous n'êtes même pas obligé de relire les questions, hein. Vous regardez les réponses qui sont au dos, sachant que moi, quand vous répondez, j'ai le droit de regarder la réponse, donc je sais à peu près si vous êtes bien, vous allez dépasser le truc, etc., pour me situer par rapport à vous, parce que si je sais que vous allez avoir de la marge, moi je vais peut-être un peu plus être prudent, ou alors si je sais que vous avez totalement pété les scores, ou c'est le contraire, si je sais que vous avez pété les scores, je vais m'arrêter là, parce que je sais que moi je serai peut-être pas trop mal. Donc là on regarde le total, vous avez fait 7, désolé de vous le dire, vous étiez très loin du 21, vous êtes quand même nul à chier. Bon, et on a le public qu'on mérite. Moi par contre, dans toute ma splendeur, j'ai 4 plus 1 plus 1 plus 4 plus 8, je suis à 12, 16, 18, eh bien, personne de nous deux a explosé. Moi, j'ai 18. Je suis le plus proche du 21 que vous qui avez 7. Je vous ai battu. Je vous ai humilié en direct sur la vidéo au Blind Jack, alors que j'ai même pas lu les réponses à mes questions. J'ai même pas lu mes questions tout court. Et donc voilà, finalement, la partie se termine là. J'ai gagné, la partie a duré 2 minutes. Bon, certes, j'ai pas lu les questions. Et donc, en vrai, c'est rigolo. On est toujours dans les jeux de questions à essayer de faire en sorte que tout le monde peut s'amuser, qu'il n'y a pas besoin d'une immense culture générale, parce que forcément, les triviales poursuites où il y en a un qui sait tout et vous savez rien, bah, vous allez vite vous faire chier. Là, ça se joue soit à 2, soit en équipe. En vrai, rien n'empêche d'avoir plus que 2 équipes, si ce n'est qu'il n'y a que 2 trackers et 2 pistes de score, mais vous pouvez le faire de tête, ou avec vos doigts, vous retenir où est-ce que vous en êtes, c'est pas bien grave. Du coup ça marche bien, on a juste à improviser un peu sur les réponses, à faire de l'à peu près, à se dire bon là je sais que ça peut pas être beaucoup plus que ça, en plus les réponses sont forcément de 0 à 10, donc on a une marge de manœuvre sur simplement du pari, du coup ça marche bien, il n'y a pas trop à chier. Après est-ce qu'on va vraiment s'amuser? Ça reste assez classique, il n'y a que 200 questions, donc finalement nous on a enchaîné 5-6 parties avec ma compagne, et on avait peut-être fait quasiment la moitié du paquet. Certes, je ne me rappelle pas vraiment les réponses, et donc finalement, c'est pas tellement la réponse aux questions, c'est ce pari sur la somme à 21. Mais bon voilà, ça sera pas un jeu mémorable, c'est un jeu qui permet de passer un bon petit moment. À 2, vous serez vite passé à autre chose. C'est un jeu qui permet de passer un bon petit moment. Est-ce que c'est le jeu de questions qu'il faut obtenir absolument et qu'il faut absolument faire jouer à tout le monde? Je ne pense pas, ça reste dispensable, mais en vrai ça marche plutôt bien. On s'est plutôt bien amusé avec ma compagne, en plus on avait une petite bière, etc.
quand elle était trop bourrée, je suis allé jouer à Ravel, c'était une bonne soirée, j'ai rien à regretter. Donc voilà, une bonne petite idée pour avoir une mécanique de jeu de questions sans passer pour un con parce qu'on ne sait pas, parce que c'est vraiment un peu du pari, mais ça restera finalement relativement dispensable comme beaucoup de jeux d'ambiance de toute façon. Hein, je ne suis pas vraiment le public cible, on joue de très peu à ce genre de jeu, donc forcément que je vais un peu toujours avoir cet avis-là. Voilà, c'est pas un jeu solo, c'est pas du tout dans mon genre, etc. Donc je vais pas mettre de dogma, je sais absolument pas comment juger ce genre de jeu, parce que c'est pas le jeu qui mise tout sur une rejouabilité immense, c'est un jeu qui mise tout sur vous le sortez à une soirée, vous faites de toute façon pas des soirées tous les jours, vous êtes plus à la fac, vous êtes plus là à vous torcher la gueule tous les jours, donc vous allez faire une soirée par mois, une soirée par mois avec d'autres personnes, ça fait le travail, ça passe plutôt bien. Voilà pour ce petit Blind Jack. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris quelques trucs. Rolling Realms, Star Wars, bordure extérieure, j'allais dire bordure Redux, mais ça c'est le Rolling Realms, Ravel et Blind Jack. On a fait un bon petit topo. N'hésitez pas à partager, commenter. Merci à tous ceux qui cliquent sur les liens affiliés. Hein, grâce à vous, je peux m'acheter Star Wars bordure extérieure, Rolling Realms, et c'est tout parce que les deux autres on me les a donnés. Donc merci à vous hein, du fond du cœur. On se dit à très bientôt. Qu'est-ce qu'on se fait la semaine prochaine? On va parler d'un prototype d'un jeu que vous avez sûrement vu sur la chaîne des Trigates qui s'appelle Onirea. Et puis je pense que cette semaine, on va se faire la petite partie de Ravel, justement, parce que j'ai pas beaucoup d'autres jeux dont je suis capable de faire des vidéos actuellement. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.